Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. L'Imaginoire est une émission pensée et co-réalisée avec des familles touchées par la déficience visuelle et l'association Résonance qui les accompagne à la mettre en œuvre. Sachez que si vous ou l'un de vos proches êtes touché par la déficience visuelle, notre porte reste ouverte. Alors n'hésitez pas à nous contacter et rejoindre l'équipe par mail à l'imaginoire@lilo.org ou en contactant votre radio ou via les réseaux sociaux. Et réfléchissons ensemble à comment faire. Oui, comment faire pour toujours informer et sensibiliser toujours un peu plus le grand public. Et au menu de cette 46e émission, on vous propose une rencontre avec Bachir, qui va nous parler d'Algérie, de radio, d'ondes courtes, de la découverte des langues étrangères et d'univers, de braille, de terminal braille, j'en passe et des meilleurs. Et en fin d'émission, nous retrouverons une nouvelle chronique de la peau proposée par Valérie. Le programme est donc bien chargé, alors je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir. Je m'appelle Bachir Benanou, tout le monde m'appelle Benanou, mais mon nom a une prononciation particulière. En fait, il se prononce Benanou. Je suis né dans une oasis qui s'appelle Gardaïa et qui est située à 600 km d'Alger. Dès ma naissance, on a très vite compris que je ne voyais pas. Donc je suis aveugle de naissance et j'ai toujours fonctionné de cette façon-là. À vrai dire, dans ma famille, il y avait déjà d'autres membres de la grande famille qui étaient déficients visuels, notamment un oncle à moi. Et donc cet événement a été accueilli, bien sûr, avec beaucoup de tristesse, puisque j'étais l'aîné de la fratrie, j'ai 4 sœurs. Et que un garçon qui naît aveugle en 1976 en Algérie, sa naissance ne va pas constituer un événement heureux. Mais je n'en ai pas souffert. À aucun moment, ma famille ne m'a fait sentir que je n'étais pas le bienvenu. Mon enfance à Gardaïa se partageait entre l'écoute de la radio, jusqu'à pratiquement la scolarisation, et l'exploration de l'espace qui m'entourait. J'étais dans une famille francophone. Mes parents ont fait l'école coloniale. Dès le début, j'étais déjà bercé par une culture arabe, certes, mais ouverte, parce qu'il y avait d'autres éléments étrangers qui encourageaient en moi cette curiosité, cette soif d'apprendre. Et puis un jour, il y avait une réunion familiale autour d'un avocat aveugle. Quand il est venu, il nous a dit « Mais il y a une école pour aveugles à Alger ». Ma famille était très contente. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à 600 km de chez moi, à l'âge de 6 ans, dans une école pour aveugles où je ne connaissais personne. L'école est un château et on avait des classes de 6 à 7 élèves déficients visuels. Nous étions tous aveugles et malvoyants et il y avait tellement beaucoup de verdure, d'arbres, que ça constituait un microclimat. C'était fascinant. Vous vous rendez compte, un enfant qui débarque dans cet espace-là et qui très vite va sympathiser avec d'autres enfants et qui va apprendre à courir dans un espace où il y avait le chant des oiseaux, où il y avait un environnement auditif assez propice à la découverte. À part les premiers chagrins d'enfant qui ont duré peut-être 2 semaines, je n'ai pas un souvenir très net de comment les choses se sont déroulées par la suite. Mais je peux dire que je ne partais chez moi que tous les 2 à 3 mois. Mon premier contact avec le braille, je suis brailliste depuis l'enfance, c'était 2 semaines à peu près après mon arrivée à l'école. L'enseignant m'a expliqué comment ça fonctionnait, les 2 points supérieurs qui se font face, qui vont surmonter donc les 2 autres points, et puis 2 autres points encore, ça fait 6 points.
Et c'est comme ça que j'ai appris à écrire et à lire. Mais il y avait aussi des cours de travaux manuels. Donc vous imaginez, dès la 3e année scolaire, on nous apprenait déjà à faire du tissage. On n'en était plus à la pâte à modeler initiale. Le contact avec les enseignants était très facile. Beaucoup d'entre eux étaient aveugles, donc ils savaient comment nous parler et ils étaient, de par leur expérience, pleins de conseils qui nous ont aidés à nous épanouir. Je ne résiste pas à vous parler des matchs de football que nous organisions. Nous n'avions pas les moyens à l'époque. Il n'y avait pas de ballon. Il fallait tirer dans un bidon de 5 litres ou dans des bouteilles. Mais ça nous permettait de bouger, de courir et de nous épanouir de cette façon. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, aujourd'hui en compagnie de Bachir, qui nous parle de son enfance en Algérie, de son parcours scolaire et de la radio de son grand-père. Retour à l'entretien. Vers l'âge de 8-9 ans, donc chaque fois que je repartais chez moi à Gardaïa, où il faisait toujours chaud et où le calme régnait, je prenais la radio de mon grand-père et je m'amusais à écouter. Et c'est ainsi que j'ai commencé à découvrir les ondes courtes. C'était une vraie fenêtre d'ouverture sur le monde extérieur. Parce que les ondes courtes m'ont appris 3 choses essentielles. Qu'il n'y avait pas un unique mode de pensée, qu'il y avait d'autres langues que la langue que je parlais, et surtout qu'il y avait cette possibilité d'apprendre ces langues. Il suffisait à l'époque d'imiter les sons, sans forcément comprendre les mots. La compréhension m'est venue après. Et c'est comme ça que j'ai découvert la BBC, Deutsche Welle, Radio France Internationale, etc., etc. Et comme mon père, quand il rencontrait des touristes, il les amenait à la maison, il parlait anglais et français, ça m'a facilité la tâche encore plus. L'école possédait une bibliothèque. C'était soit des ouvrages envoyés de France, d'Égypte, de Tunisie ou autres, soit transcrits par des bénévoles. Il y avait des gens ici en Europe et ailleurs qui écrivaient eux-mêmes pour nous permettre à nous de lire. À l'époque, pour moi, ça constituait encore une autre source de connaissances. Un de mes enseignants, qui était responsable de cette bibliothèque, a tout de suite remarqué que j'aimais lire. Donc, il m'a donné carte blanche, mais il voulait que j'écrive chaque résumé de chaque livre que je lisais. Et il l'évaluait. Et c'est comme ça que j'ai appris à argumenter. Il y avait aussi des cours de locomotion. N'imaginez pas ma fierté le jour où j'ai eu ma première canne. C'était quelque chose de déterminant parce que avec la canne, je me disais, maintenant, je vais devoir ou pouvoir d'abord sortir de l'école. Après m'être familiarisé avec l'utilisation de la canne, à partir de la 7e année de ma scolarité, j'ai commencé à étudier l'anglais. Donc c'est la même chose pour l'anglais, en ce sens où il y avait d'abord l'écoute des ondes courtes qui m'ont initié au son de la langue anglaise, et ce n'est qu'en lisant en braille, en anglais, que j'établissais la correspondance entre le son que j'entendais et le mot. J'étais très content parce que j'allais beaucoup plus vite qu'avec la langue française, parce que j'avais déjà des rudiments assez développés. En gros, on écoute beaucoup, et quand on écoute, on essaye d'imiter. Peu importait que je le fasse mal ou bien, ce qui m'importait, c'était de pouvoir imiter pour pouvoir lire et écrire. Et c'est comme ça que j'ai découvert The Braille Monitor, par exemple, The Matilda Ziegler Magazine for the Blind. Ce sont des magazines, ce sont des compilations d'articles que l'école recevait et que je dévorais. J'aimais beaucoup les lire. Vous savez, le braille s'écrit de 2 façons. Il y a l'écriture intégrale et l'écriture abrégée. L'écriture abrégée, c'est BJ comme bonjour, par exemple, ou AM comme amour, mais à la différence des abréviations que tout le monde utilise maintenant, qui sont très souvent, n'est-ce pas, inventées, personnelles, c'est une abrégée internationale. Et donc, quand on lit en abrégé en braille, on lit beaucoup plus vite. Et j'ai devant moi mon terminal braille qui me permet de tricher en vous parlant. C'est un appareil qui ne fait que
transcrire les caractères normaux en caractères braille. Là, je lis en intégrale. D'accord. Mais avec un bouton, je peux très bien transformer le texte à la volée, en abrégé. D'accord. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, en compagnie de Bachir. On se replonge sans plus tarder dans la suite de son récit, où son histoire personnelle traverse l'histoire tout court. Et puis la guerre du Golfe a éclaté. Et tout le monde donnait raison à l'Irak. Oui, c'est quelque chose de très bien qu'il y ait cette invasion du Koweït. Sauf moi. Et je me disais, mais c'est un État qui a sa souveraineté, et je ne voyais pas pourquoi cet État n'a pas lieu d'être. Mais je n'osais pas exprimer cette opinion-là. Je n'aime pas la politique. Je me concentrais beaucoup plus sur mes révisions pour préparer ce qu'on appelle le BEF, le brevet d'enseignement fondamental, l'étape primordiale avant d'intégrer le lycée. Ça a coïncidé aussi avec le début de ce que j'appelle la période noire en Algérie, la période terroriste qui s'est étalée entre 1991 et 2000, grosso modo, pour moi. Mais jeune comme j'étais, je ne m'intéressais pas vraiment aux événements avant ma période du lycée. Parce que pour moi, ce n'était pas quelque chose qui allait durer. Il y avait un de mes enseignants à l'école des jeunes aveugles d'Alger qui ne parlait pas beaucoup. Mais quand il parlait, ça comptait. Et il m'a dit, souvenez-vous de 3 choses. Vous avez vos bras, vos parents ne vont pas durer éternellement. N'ayez jamais pitié de vous-même. Vous vous autodétruiriez et ne critiquez pas les autres parce que vous ne leur ressemblez pas. Ça m'a marqué. Et donc, lorsque j'ai intégré le lycée, pour moi, c'était une continuité de ce que je vivais à l'école d'Alger. Parce que l'école d'Alger m'a permis d'intégrer très facilement n'importe quel établissement, en ce sens où la locomotion, je l'avais, la communication aussi, et surtout, quelque chose qui m'a beaucoup aidé au cours de mon adolescence, le sourire, quelle que soit la circonstance. Un de mes cousins qui enseignait l'anglais au lycée m'a dit « raconte-leur des blagues ». Le lycée avec les voyants, c'était une vraie révélation. Parce que pour moi, c'était quand même le contact avec encore un autre univers purement visuel. Mais comme je n'avais pas de vrais éléments de comparaison, je ne pouvais pas me rendre compte qu'il y avait des choses qui me faisaient défaut. Et donc le lycée avec les voyants, c'était pour moi une époque où je devais mettre en pratique tout ce qu'on m'avait enseigné à l'école d'Alger. Tête haute, utiliser la locomotion pour aller n'importe où. Et puis un jour, lorsque j'ai intégré cette classe de 40 élèves au lycée, j'entendais un accent, mais je ne savais pas ce que c'était. C'était un accent que je n'avais pas entendu avant. Mon professeur d'anglais ne s'exprimait pas avec l'accent anglais teinté d'arabe que j'entendais avant. Tiens, quelque chose de nouveau. Le professeur s'approche, il prend ma tablette avec laquelle j'écrivais le braille, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Alors imaginez ma surprise, à 600 km d'Alger, dans le désert, lorsque j'ai lu les mots « Hello, I am your new teacher ». C'était quelque chose. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, mais je suis privilégié. Les aveugles qui ont quitté l'école d'Alger à cette époque, est-ce qu'ils ont eu cette chance d'avoir quelqu'un
pour leur écrire leur texte de lecture en braille. Quelques années plus tard, j'ai demandé à cette personne, dont je vais vous parler après, ce qu'elle avait pensé quand elle a entendu le tac-tac de ma tablette braille et qu'elle commençait à m'écrire les textes de lecture. Et cette personne m'a dit « Ne t'inquiète pas, j'ai appris que je n'avais pas appris à brailler pour rien. » C'était mon premier contact avec les Pères Blancs. Alors ce que je vous propose, puisque l'émission touche à sa fin, c'est de retrouver Bachir pour une dernière intervention et de l'enchaîner sans transition avec la chronique de la peau proposée par Valérie en forme aujourd'hui de best-of des podcasts 2022. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, retour à l'entretien. L'homme de cœur, qui est Raphaël Dayon, mon professeur de lycée, m'a beaucoup apporté. Grâce à lui, j'ai eu ma première machine à écrire le braille, de Mark Perkins. Grâce à lui, j'ai pu venir en France en 92, lorsque mes premiers problèmes d'audition ont commencé à se manifester. Grâce à lui, j'ai eu mon premier dictionnaire anglais-français, français-anglais. Et grâce à lui, j'ai eu mon premier magnétophone, qui me permettait d'enregistrer les cours. Donc, pendant 3 ans, j'ai eu une période de lycée quasi normale. La période de l'adolescence, c'était aussi la période de l'éveil corporel, n'est-ce pas? La période de l'adolescence, pour moi, c'était la correspondance en braille avec des Brésiliens, des Américains, des Japonais, mais beaucoup de Français aussi. Je me rappelle de la première lettre que j'ai écrite à une de mes copines italiennes, voyantes. J'ai mis 6 heures pour la rédiger, parce qu'il fallait quand même chercher chaque mot dans le dictionnaire et puis l'écrire en braille d'abord pour par la suite dicter lettre par lettre à quelqu'un la lettre que j'ai fini par rédiger. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux langues. Mais en fait, les langues, c'est encore une autre aventure. Parce que avant de commencer comme ça, un de mes enseignants aveugles à l'école d'Alger, un certain monsieur Tchoulak, parlait déjà espagnol et il parlait déjà anglais. Et donc, chaque fois qu'il avait fini de lire un magazine, il me le passait. À part un des magazines espagnols, c'était El Correo de la UNESCO, que je lui ai volé. Je devais avoir 12-13 ans. À 24 ans, je lui ai écrit une lettre. Monsieur, j'ai une confession à vous faire. Lorsque j'avais 12-13 ans, je vous ai volé un magazine, El Correo de la UNESCO, je vous prie de m'en excuser, etc. Donc il me répond, il me dit je te félicite de m'avoir écrit cette lettre, mais je n'encourage pas chez toi de telles initiatives. C'est vrai que j'étais un grand voleur de livres. Et puis, comme j'étais venu en France en 92, je m'étais déjà fait quelques relations ici, ce qui m'a encore facilité la tâche. Lyon, c'est mon premier contact avec la France, du point de vue géographique. Donc il y avait cette dame qui est maintenant décédée, à qui je dois beaucoup, une certaine Jeanne Tisserand, une kinésithérapeute qui venait en Algérie de temps en temps et qui a appris le braille, Raphaël Dayon justement, qui m'a mis en contact avec d'autres personnes. Et c'est ainsi que j'ai découvert la culture française avant d'être en France. Bien sûr que quand j'avais 17-18 ans, Georges Brassens m'a beaucoup aidé à apprendre le français, plus les classiques, Molière, Corneille, Racine, etc. Et mon français faisait à l'époque grand siècle. Ce n'est qu'en venant en France que j'ai réussi à le décoffrer.
Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans La Peau, votre rendez-vous de l'actualité des podcasts. On connaissait le goût des Français pour la radio, on découvre leur engouement pour l'audio. Dans les années 90, au XXe siècle donc, Dominica chantait « Février va passer et je n'aurai rien fait ». Oui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, février est le mois le plus court de l'année, mais il peut sembler long, très long, voire morose. Les lumières de Noël sont loin derrière, les illusions des résolutions de janvier sont balayées comme nos derniers deniers avec les soldes. Et ce n'est que le deuxième mois de l'année. Alors, pour se donner du baume au cœur, La Peau vous propose un lot de peau. What ? Autrement dit, je vous présente un florilège de podcasts, plus exactement le palmarès du Paris Podcast Festival de 2022. Le festival en est à sa 5e édition et récompense des podcasts natifs, c'est-à-dire des podcasts d'auteurs. Pour être tout à fait franche, le podcast de cette célébration de podcasts est un peu long. Petit patapon. Alors, pour vous faire gagner du temps, je vous livre ici le palmarès des lauréats 2022. Il y a 9 catégories. Le prix du public d'abord, qui récompense un podcast très apprécié. C'est Super Green Me, c'est sur l'écologie. Un gars qui a 40 ans devient écolo. Il y a ensuite le prix du podcast de conversation. Il est attribué à ma dernière séance de psychanalyse. Autant vous dire que moi, la psy, je kiffe. Le prix du podcast d'apprentissage va à Allo 213. Pourquoi voit-on le drapeau d'Algérie partout ? Le prix du podcast documentaire récompense La France, mon bled. Ces 2 podcasts sont très instructifs et très touchants et nécessaires. Le prix du podcast francophone va à Synthèse 3, le cas Catherine Davio. Je vous avoue que je ne l'ai pas écouté. Le prix du podcast jeunesse récompense Petit Vulgaire, épisode Les Caries. C'est vraiment très facétieux et c'est un jury composé d'enfants qui lui a attribué le prix. Il y a aussi un prix musique originale, parce que dans un podcast, la musique, c'est hyper important. Il est attribué à La Trajectoire du Calbutsal, ex-aequo avec La Recherche de l'attention. Je vous fais une révélation, le prix du podcast Révélation. Il va à Hôtel Gorgias, une série noire dans un hôtel. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le prix du podcast de fiction. Il récompense le podcast 1 € la minute. Un podcast totalement loufoque, créé par Claire Dubosc et Lauriane Escafre. Comme c'est mon favori, je vous fais l'article. 1 € la minute, c'est l'histoire de Juliette qui est virée de son boulot d'animatrice en supermarché le jour de ses 40 ans et le même jour contactée par la patronne d'un réseau de téléphone rose. Malgré ses réticences, ses peurs, Juliette va tenter l'expérience parce que il n'y a pas 36 solutions. Titre de l'épisode 1. Il y a en tout 9 épisodes dans la série 1 que je vous invite très chaleureusement à écouter sur la plateforme Nouvelles Écoutes. Ça devrait égayer février, apporter une vague de chaleur. Vous pouvez bien sûr également découvrir les autres lauréats car c'est tous du bon son. La Peau, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode. Et oui, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bachir dont nous retrouverons la suite et la fin de l'entretien dans la prochaine émission. Merci également à Valérie et à Thierry. L'Imaginoire est une émission pensée et réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle. Et je le répète, si vous vous sentez concerné, de près ou de loin, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe. Contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org, par Facebook via l'Imaginoire, par Instagram l'Imaginoire-8 radio ou en contactant votre radio qui nous passera le message. L'Imaginoire est une émission réalisée par l'association Résonance. L'Imaginoire est soutenu par la CAF Drôme. À très bientôt pour une prochaine émission.